Le président abattu. Aussitôt après m'être installé dans ma chambre, je rendis visite à Justus Schwab. Je le trouvais alité. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Ma gorge se serra à la vue d'une autre géant à ce point décharné. Je savais que Madame Schwab travaillait très dur pour tenir le bar et je la suppliais de me laisser soigner Justus. Malgré sa certitude que le malade ne voudrait qu'elle à son chevet, elle accéda à ma demande. Nous étions tous au courant de la tendre relation qu'il liait Justus à sa famille. Sa femme avait traversé les années à ses côtés. Oula, excuse-moi. Elle qui avait toujours respiré la santé était visiblement ébranlée par la maladie de Justus, l'inquiétude et le surmenage. Elle avait le teint blafard et paraissait usée. Alors que je lui parlais, Ed fit son entrée. Il eut l'air gêné en me voyant. J'étais également mal à l'aise. Mais il se reprit rapidement et vint vers nous. Sous prétexte de devoir s'occuper de son malade, Madame Schwab s'excusa de nous et nous laissa seuls. Ce fut un moment difficile, et chacun mit du temps avant de savoir comment se comporter vis-à-vis de l'autre. Je n'étais pas resté en contact avec Ed durant mon séjour à l'étranger, mais nos amis communs m'avaient tenu informé du cours de sa vie et m'avaient écrit pour m'annoncer la naissance de son enfant. Je lui demandai quel effet cela lui faisait d'être père. Il s'anima aussitôt et se lança dans des éloges dithyrambiques de sa petite fille, s'étendant sur sa beauté et son intelligence remarquable. Je m'amusais à voir s'enthousiasmer cet homme qui avait autrefois tenu les bébés en horreur, et je me rappelais qu'il avait toujours refusé d'aménager là où vivaient des enfants. « Je vois que tu ne me crois pas, finit-il par observer. Tu t'étonnes que j'en sois tout excité. Eh bien, ce n'est pas parce que c'est moi le père, mais parce que ma petite fille est réellement une enfant exceptionnelle. » C'était étonnant d'entendre une telle affirmation de la bouche d'un homme qui avait l'habitude de dire que, entre guillemets, la plupart des êtres humains sont idiots, mais les parents sont à la fois idiots et aveugles. Ils s'imaginent que leurs enfants sont des prodiges et s'attendent à ce que le monde entier partage cet avis. Je l'assurais que je ne doutais pas de lui, mais que, pour m'en convaincre tout à fait, il ferait mieux de me laisser voir cette petite merveille. « Tu veux vraiment la voir? Tu veux vraiment que je te l'amène » s'écria-t-il. « Eh bah oui, bien sûr, répondis-je. Tu sais bien que je l'ai toujours eu beaucoup d'affection pour les enfants, alors pourquoi pas pour la tienne ?» Il resta silencieux un moment, puis il ajouta. « Notre amour n'a pas été une grande réussite, n'est-ce pas ?»« Est-ce que l'amour l'est jamais ?» répondis-je. « Le nôtre a vécu 7 ans. C'est long pour la plupart des gens. » Tu as gagné en sagesse au cours de cette dernière année, chère Emma. Non, je n'ai gagné qu'en âge, cher Ed. Nous nous quittâmes en promettant de nous revoir rapidement. En participant à la Vetcherinka, en russe dans le texte du Nouvel An russe, en compagnie d'une femme, très certainement son épouse, elle était bien en chair et parlait d'une voix plutôt forte. Comment arrivait-il à supporter cette attitude qu'il avait toujours abhorrée chez les femmes ? Des amis m'assaillirent et les camarades de l'East Side vinrent m'interroger sur le mouvement en Angleterre et en France. Je ne revis pas Ed ce soir-là. Excusez-moi, petit réglage technique. Voilà. Mon besoin le plus pressant depuis mon arrivée en Amérique était de trouver un emploi. J'avais remis ma carte de visite à plusieurs amis du corps médical, mais les semaines passèrent sans la moindre proposition. Hippolyte essaya de se faire confier une mission par un hebdomadaire anarchiste tchèque. Ce n'était pas le travail qui manquait, mais son règlement. Car accepter d'être payé lorsqu'on écrivait pour un journal anarchiste était considéré comme contraire à l'éthique. Toutes les publications en langue étrangère, à l'exception de Die Freiheit et Freie Arbeiterstimme, en allemand dans le texte, paraissaient grâce au travail bénévole d'hommes qui gagnaient leur vie ailleurs et consacraient leurs soirées et leurs dimanches aux nécessités du mouvement. Hippolyte, qui n'avait pas de métier, était encore plus démuni à New York qu'il l'avait été à Londres. En Amérique, les pensions n'embauchaient que rarement les hommes. La veille de Noël, le docteur Hoffman fit enfin appel à moi. « Il s'agit d'une patiente morphinomane, m'informa-t-il, un cas très difficile et éprouvant. Il a fallu accorder 1 semaine de repos à l'infirmière de nuit pour cause de surmenage. On vous a appelé pour la remplacer pendant 1 semaine. » La perspective n'était guère séduisante, mais j'avais besoin de travailler. Il était presque minuit quand j'arrivai avec le médecin au domicile de la patiente. Dans une grande pièce située à l'étage, une femme, à demi vêtue et plongée dans un état de stupeur, était étendue sur son lit. Son visage pâle et plongé dans un état... son visage pâle était encadré d'une masse de cheveux noirs et elle respirait bruyamment. Regardant autour de moi, je remarquai, accroché au mur,
le portrait d'un homme replet qui me fixait de ses petits yeux durs. Je crus déceler la ressemblance avec une personne que j'avais déjà croisée, mais je ne me rappelais pas où ni dans quelles circonstances. Le docteur Hoffman commença à me donner des consignes. La malade s'appelait Madame Spencer. Il la soignait depuis un certain temps, essayant de la guérir de sa dépendance aux drogues. Alors qu'elle allait beaucoup mieux, elle avait depuis peu fait une rechute et repris de la morphine. On ne pouvait pas l'aider tant qu'elle restait dans cet état d'hébétude. Je devais surveiller son pouls et m'assurer qu'elle restait bien au chaud. Elle ne bougeait pour ainsi dire pas la nuit. Je tentais de lire pour passer le temps, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Le portrait de l'homme accroché au mur me hantait. Lorsque l'infirmière de jour arriva, la patiente, bien que toujours endormie, respirait plus normalement. Ma semaine passa vite et touchait à sa fin. Madame Spencer n'avait aucun moment manifesté de l'intérêt pour ce qui l'entourait. Elle ouvrait les yeux, le regard dans le vague, puis s'endormait de nouveau. Cependant, quand je repris mon service la 6e nuit, je la trouvais tout à fait éveillée. Ses cheveux paraissaient négligés. Je lui demandai si elle voulait que je les peigne et les tresse. Elle y consentit avec plaisir. Pendant que je m'y appliquais, elle me demanda mon nom. Goldman, dis-je. Êtes-vous une parente de Emma Goldman, l'anarchiste? Plus que ça, répondis-je, je suis la coupable. À ma surprise, elle parut très contente d'avoir comme infirmière une, entre guillemets, personnalité. Elle me proposa de m'occuper d'elle à un temps complet, précisant qu'elle me préférait à ses autres infirmières. C'était flatteur pour ma vanité professionnelle, mais je ne trouvais pas juste que les autres soignants soient congédiés à cause de moi. En outre, une garde de 24 heures sans interruption engendrerait une telle fatigue que je ne serais pas en mesure de lui donner les soins dont elle avait besoin. Elle me supplia de rester en promettant que j'aurais les après-midi libres et bénéficierais d'une pause pour me reposer la nuit. Quelque temps après, Madame Spencer me demanda si je connaissais l'homme portraituré. Je répondis qu'il ne m'était pas inconnu, mais que je n'arrivais pas à le situer. Elle n'insista pas. La maison, les meubles, la grande bibliothèque garnie de beaux livres, tout témoignait de l'intelligence et du bon goût de leur propriétaire. Il régnait dans cet appartement une atmosphère curieuse, mystérieuse, que pimentaient les visites quotidiennes d'une femme d'apparence vulgaire et vêtue de couleurs criardes. Dès son arrivée, ma patiente m'envoya faire une course. J'appréciais cette opportunité de me promener au grand air, tout en me demandant qui pouvait bien être cette personne que Madame Spencer tenait toujours à recevoir seule. Tout d'abord, j'imaginais que sa curieuse invitée lui fournissait de la drogue. Mais comme je ne remarquais aucune suite fâcheuse pour ma malade, je finis par estimer que tout cela ne me regardait pas. Au bout de la 3e semaine, Madame Spencer fut capable de se rendre à son boudoir au rez-de-chaussée. En rangeant sa chambre, je tombais sur des fiches bizarres sur lesquelles on pouvait lire « Jeannette, 20 fois »,« Marion, 16 »,« Henriette, 12 ». Il y avait une quarantaine de prénoms de femmes, chacun accompagné d'un chiffre. Quelle étrange notation, pensais-je. J'étais sur le point de rejoindre ma malade au salon lorsqu'une voix m'arrêta, celle de la visiteuse de Madame Spencer. McIntyre est revenu à la maison la nuit dernière, l'entendis-je dire. Mais aucune des filles n'a voulu de lui. Jeannette a même affirmé qu'elle aurait mieux aimé 20 autres plutôt que cette ignoble créature. Madame Spencer avait dû entendre mon pas, car la conversation s'arrêta net. Elle cria à travers la porte. « C'est vous, mademoiselle Goldman? Veuillez entrer. » Sitôt passé la porte, je laissai tomber le plateau de thé et me figeai, regardant fixement l'homme assis sur le canapé à côté de ma patiente. C'était le personnage du portrait. Et je reconnus alors immédiatement l'inspecteur-chef qui avait joué un rôle clé dans ma condamnation au pénitencier de 1893. Les fiches, le récit que je venais de surprendre, je compris tout en un éclair. Spencer était la tenancière d'une, entre guillemets, maison, et l'inspecteur son amant. Je courus à l'étage avec une seule idée en tête, sortir et lui fuir loin de cette maison. Je m'empressai de descendre avec ma valise quand je découvris Madame Spencer en bas des escaliers, tenant à peine sur ses jambes qui agrippaient nerveusement la rampe de ses 2 mains. Je sus que je ne pouvais pas la laisser dans cet état. Je devais attendre le docteur Hoffman devant qui j'étais responsable. Je conduisis Madame Spencer dans sa chambre et la mis au lit. Elle sanglotait convulsivement, me suppliant de ne pas partir et m'assurant que je n'aurais jamais à revoir cet homme. Elle ferait même enlever son portrait. Elle avoua être la tenancière d'une maison close. « J'aurais douté que vous le découvriez, dit-elle. Mais je pensais qu'Emma Goldman, l'anarchiste, ne me condamnerait pas d'être un rouage dans une machine que je n'ai pas créée. Ce n'était pas de sa faute si la prostitution existait, soutint-elle, mais puisqu'elle existait, peu importait qui en était entre guillemets à la tête. Si ce n'était pas elle, ce serait un autre. Elle ne trouvait pas pire d'avoir des filles que de les sous-payer à l'usine. Elle au moins s'était toujours montrée bonne avec ces dernières. Je n'avais qu'à leur demander moi-même si je le souhaitais. Elle parlait sans arrêt, s'épuisant à force de pleurer.
je restais. Les raisons, entre guillemets, de Madame Spencer n'exercèrent pas d'influence sur moi. Je savais que, pour des actes infâmes, chacun avançait la même excuse. L'agent de police comme le juge, le simple soldat comme le plus grand des seigneurs de guerre, tous ceux qui vivaient du travail et de l'avilissement des autres. En ma qualité d'infirmière, je sentais néanmoins qu'il n'était pas de mon ressort de me préoccuper du métier ou de l'activité de mes patients. Je devais pourvoir à leurs besoins physiques. En outre, je n'étais pas seulement une infirmière, j'étais aussi une anarchiste consciente des facteurs sociaux qui fondaient les actes humains. En tant que telle, plus encore qu'à titre d'infirmière, je ne pouvais lui refuser mes services. Les 4 mois passés auprès de Madame Spencer me permirent d'acquérir une grande expérience dans le domaine psychologique. Personne peu commune, elle était à la fois intelligente, observatrice et compréhensive. Elle connaissait la vie et les hommes, toutes sortes d'hommes, et de toutes les classes sociales. Elle tenait une maison close, entre guillemets, de luxe, et comptait parmi ses clients certains des plus solides piliers de la société, médecins, avocats, juges et pasteurs. Je découvris que l'homme, entre guillemets, haï comme la peste par les filles, n'était autre qu'un avocat new-yorkais très en vue dans les années 1890. Celui même qui avait convaincu les jurés que, si elle était libérée, Emma Goldman mettrait en danger la vie des enfants des riches et couvrirait de sang les rues de New York. Les hommes, Madame Spencer, les connaissaient. Et les connaissant, elle ne ressentait pour eux que du mépris et de la haine. Elle répétait à l'infini qu'aucune de ses filles n'était aussi dépravée, aussi dénuée de l'humanité la plus élémentaire que les hommes qui les achetaient. Lorsqu'un entre guillemets client se plaignait, sa compassion allait toujours vers les filles. Plus d'une fois, elle manifesta une extrême sensibilité à la souffrance, et pas seulement dans ses relations avec les filles. J'avais pour bon nombre d'entre elles rencontré et entendu. Elle se comportait avec gentillesse envers chaque mendiant dans la rue, et elle aimait passionnément les enfants. Quand elle croisait un gamin des rues, aussi déguenillé ou crasseux qu'il soit, elle le câlinait et lui donnait de l'argent. Combien de fois l'avais-je entendu se lamenter? Si seulement j'avais un enfant, mon propre enfant. Son histoire était un vrai roman. En Ruthénie, sa terre natale, alors qu'elle était à 16 ans une très belle jeune fille, elle tomba amoureuse d'un fringant officier, dont en lui promettant le mariage, il en fit sa maîtresse. Une fois qu'il l'eut mise enceinte, il l'emmena à Vienne où elle faillit mourir d'une opération. Après son rétablissement, l'homme l'accompagna à Cracovie et la laissa dans une maison de prostitution. Elle n'avait pas d'argent, ne connaissait personne dans la ville et se retrouva esclave dans ce lupanar. Au bout d'un certain temps, un de ses clients racheta sa liberté et l'emmena pour un long voyage. Pendant 5 ans, elle parcourut l'Europe avec son protecteur, puis elle fit de nouveau abandonnée, sans amis, la rue étant son seul refuge. Plusieurs années s'écoulèrent. Elle avait gagné en sagesse. Avec l'argent qu'elle avait mis de côté, elle décida de partir pour l'Amérique. Là, elle se laissa entraîner dans une relation avec un homme politique fortuné. Quand il la quitta, elle avait suffisamment de capitaux pour ouvrir son propre établissement. Très exceptionnelle de sa personnalité, Madame Spencer avait traversé les épreuves de la vie sans en être affectée. Il n'y avait pas chez elle un grain de grossièreté. Elle demeurait d'une touchante sensibilité, amatrice de musique et de bonne littérature. Le traitement du docteur Hoffman parvint à la sevrer petit à petit de la consommation de stupéfiants, mais la laissa affaiblie physiquement et sujette à des vertiges. Elle ne pouvait sortir seule, et c'est ainsi que je devins non seulement son infirmière, mais aussi sa dame de compagnie. Je lui faisais de la lecture, l'accompagnais au concert, à l'opéra, au théâtre, et même parfois aux conférences qui l'intéressaient. Tandis que je soignais Madame Spencer, je commençais à m'impliquer dans les activités préparatoires à la future visite de Pierre Kropotkin. Il nous avait informé de sa venue en Amérique pour donner à l'Institut Lowell une série de conférences sur, entre guillemets, les idéaux dans la littérature russe. Il avait proposé par la même occasion d'aborder l'anarchisme si nous le souhaitions. Cette perspective nous enthousiasmait. J'avais manqué les conférences de notre cher camarade lors de sa tournée précédente. Et en Angleterre, je n'avais pas eu l'occasion de l'entendre. Nous étions tous de l'avis que les interventions de Pierre, conjointement à sa personnalité bienveillante, seraient d'une valeur inestimable pour notre mouvement aux États-Unis. Quand Madame Spencer eut vent de mes activités, elle proposa immédiatement de me décharger des soirées pour me permettre de consacrer plus de temps à ses occupations. Le premier dimanche du mois de mai, dans l'après-midi, des foules venant des 4 coins de la ville affluèrent vers le Grand Central Palace pour écouter Pierre Kropotkin. Fait exceptionnel, même les journaux firent preuve de correction. Ils ne purent nier le charme de cet homme, la puissance de son intelligence, la simplicité et la logique de son exposé et de son argumentation. Présente dans l'assistance, Madame Spencer fut complètement transportée par l'orateur.
En l'honneur des Kropotkin, les préparatifs étaient en cours pour une soirée informelle afin qu'ils rencontrent les camarades ainsi que des sympathisants proches de nos idées. Madame Spencer voulait savoir si ma participation serait acceptée. « Si vos amis découvrent qui je suis, demanda-t-elle d'une voix anxieuse. Je l'assurai que mes amis n'avaient rien d'un Anthony Comstock et que personne ne lui ferait sentir, ni en parole, ni en geste, qu'elle était malvenue. Elle me regarda, ses yeux lumineux, étonnés. La veille de cette réunion amicale, un certain nombre de camarades plus intimes dînèrent avec notre mentor bien-aimé. Je racontai l'histoire de Madame Spencer. Pierre se montra très intéressé. Selon lui, elle était un véritable document humain. Assurément, comme elle en avait exprimé le souhait, il rencontrerait ma patiente et lui dédicacerait un exemplaire de ses mémoires, en français dans le texte. Que vous pouvez voir d'ailleurs, Kropotkin, actuellement sur le live, sur le diaporama. C'est lui avec la grosse barbe et les petites lunettes. Avant mon départ, Pierre m'étreignit. Quelle voix je lui ai donné lui là déjà, je sais plus. Bon, je vais faire une voix de Père Noël. Ho ho ho. Vous donnez un exemple éloquent de la beauté. C'est quoi? Vous donnez un exemple éloquent de la beauté et de l'humanité de nos idéaux, observa-t-il. C'était très mauvaise voix, je faudrait que je trouve autre chose. Je savais que cet homme si plein de compassion comprenait pourquoi j'étais resté pour soigner cette paria de la société. Finalement, l'état de ma malade s'améliora suffisamment pour qu'elle puisse se passer de moi. J'étais impatiente de partir en tournée. Dans de nombreuses villes, les camarades m'avaient poussé à venir faire des conférences. Mais d'autres raisons existaient également, et Pittsburgh en était une. Je n'avais aucun espoir de voir Sacha. Il avait été privé de toute visite à la suite de mon horrible face-à-face avec l'inspecteur Reed. Depuis l'échec du tunnel, mon garçon, supplicié, avait été placé à l'isolement, et tous les droits dont il bénéficiait lui avaient été retirés. Retiré. Les rares mots qu'il arrivait à nous envoyer clandestinement ne laissaient rien transparaître de ce qu'il endurait et ne faisaient qu'accroître mon sentiment que sa situation était sans espoir. Je continuais à lui écrire, mais c'était comme jeter une bouteille à la mer. Je n'avais aucun moyen de savoir s'il recevait mes lettres. Les autorités de la prison ne me permettraient plus jamais de voir Sacha, mais elles ne pourraient m'empêcher de me rendre à Pittsburgh, où je me sentirais plus près de lui. Hippolyte était parti à Chicago travailler à l'Arbeiter Zeitung, en allemand dans le texte. Il avait reçu cette proposition d'emploi à une période où la vie lui était devenue insupportable et où du coup il avait sensiblement exacerbé ma propre tristesse. La perspective qu'il bénéficierait alors de la compagnie apaisante de Max et d'un travail qui correspondait à ses compétences m'apporta un grand réconfort. J'avais prévu de le rencontrer à Chicago. Ed venait souvent me rendre visite ou m'inviter à dîner. Il était charmant. Aucune trace ne subsistait de la tempête qui nous avait secoués pendant 7 ans. Elle avait fait place à une tranquille amitié. Il m'amena toutefois par sa petite amie. Il n'amenait toutefois pas sa petite amie, pardon. Non, sa petite fille. Oh, excusez-moi. Ouh, voilà, je suis déjà fatigué, ça n'a même pas commencé. Et je soupçonnais la mère de s'opposer à ce que je vois l'enfant. Est-ce que notre amitié, elle aussi, lui déplaisait? Je n'avais aucun moyen de le savoir, car elle ne parlait jamais d'elle. Quand il m'apprit que j'étais sur le point de commencer une tournée de conférences, il me sollicita de nouveau pour représenter son entreprise. Avant d'entreprendre mon voyage vers l'ouest, je devais honorer un engagement à Paterson, dans le New Jersey, où le groupe italien local avait organisé un meeting à mon intention. Nos camarades italiens se montraient toujours très hospitaliers, et à cette occasion, ils avaient préparé une petite soirée informelle à la suite de ma conférence. Je saisis avec plaisir cette possibilité d'en savoir plus sur Bresci et sur sa vie. Ce que j'appris par ses camarades les plus proches renforça ma conviction qu'il est bien difficile de percer véritablement les secrets du cœur humain et que nous avons tous tendance à juger les hommes d'après des indices superficiels. Gaetano Bresci était l'un des fondateurs de la Questione Sociale, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, excusez-moi, c'est en italien dans le texte, journal anarchiste italien publié à Paterson. Alors qu'il était un habile tisserand considéré par ses employeurs comme un homme sobre et travailleur, il ne gagnait en moyenne que 15 $ par semaine. Il avait une femme et un enfant à charge, mais réussissait à verser chaque semaine une contribution financière au journal. Il avait même mis de côté 150 $ qu'il avait prêté au groupe pour aider la Questione Sociale à laquelle il a traversé une phase critique. Et dimanche, et quand il avait une soirée libre, il participait aux travaux de bureau et à la propagande. Il était aimé et respecté pour son dévouement par tous les membres de son groupe. Un jour, cependant, Bresci demanda de but en blanc que le journal lui remboursât le prêt. On l'informa que c'était impossible, le journal non seulement n'avait pas les fonds, mais était déficitaire.
Or Bresci insista, refusant même d'expliquer les motifs de sa demande. Finalement, le groupe parvint à réunir assez d'argent pour s'acquitter de sa dette. Ce qui n'empêcha pas les camarades italiens de s'indigner de sa conduite, le qualifiant de gripsou qui met plus l'argent que son idéal. Ses amis, pour la plupart, allèrent jusqu'à le mettre en quarantaine. Quelques semaines plus tard, la nouvelle tomba que Gaetano Bresci avait tué le roi Humbert Ier. Cet acte fit comprendre au groupe de Patterson qu'il avait été cruellement injuste envers Bresci. C'était donc pour payer son billet pour l'Italie qu'il avait exigé que l'argent lui soit remboursé. Si la rancœur que Bresci éprouvait à l'égard des camarades italiens était lourde, la conscience qu'avaient ceux-ci de l'injustice faite à celui-là leur pesait sans doute plus encore. Afin de réparer cette injustice autant que possible, le groupe de Patterson prit en charge l'enfant de leur camarade martyr, une belle petite fille. Rien ne laissa penser que sa veuve, en revanche, ait compris l'esprit du père de son enfant, ou se sentit solidaire de son immense sacrifice. Au début du mois de mai 1901, au Franklin Liberal Club, une organisation radicale de Cleveland, je donnais une conférence portant sur, entre guillemets, l'anarchisme. Pendant l'intermède précédant le débat, je remarquai un homme qui parcourait les titres des brochures et des livres en vente près de la tribune. Peu après, il vint me poser une question. « Pourriez-vous me conseiller quelque chose à lire ?» Il expliqua qu'il travaillait à Akron, dans l'Ohio, et qu'il devait partir avant la fin du meeting. Il était très jeune, guère plus qu'un gamin, de taille moyenne et bien bâti. Il se tenait très droit. Ce qui me fascina le plus fut son visage, un visage au teint frais et délicat qui laissait transparaître une grande sensibilité et que des cheveux d'or bouclés mettaient doublement en valeur. De ses grands yeux bleus se dégageait une impression de force, et en exprimant l'espoir qu'il y trouve ce qu'il cherchait, je choisis quelques livres et les lui remis. Je retournai ensuite à la tribune pour ouvrir le débat et ne revis plus le jeune homme de la soirée, mais son visage captivant resta gravé dans ma mémoire. Les Isaac avaient déménagé Free Society, en anglais dans le texte, à Chicago. Ils habitaient une grande maison où convergeaient les activités anarchistes de la ville. Dès mon arrivée, je me rendis chez eux, et avec énergie et sans relâche, pendant 11 semaines, je me plongeai aussitôt dans le travail. Néanmoins, en raison de la chaleur particulièrement oppressante de cet été-là, je dus reporter la suite de ma tournée jusqu'au mois de septembre. J'étais complètement épuisé et avais grand besoin de repos. Ma sœur Helena m'avait à plusieurs reprises invité à passer un mois chez elle, ce que jusqu'alors je n'avais pas eu le temps de faire. L'occasion se présentait enfin de rester quelques semaines avec elle, avec les enfants de mes deux sœurs et avec... Oh, excusez-moi, j'ai bu trop d'eau. Sœur et avec Yegor qui était à Rochester pour les vacances. Il m'avait écrit que 2 copains étudiants l'accompagnaient. Pour compléter le cercle des jeunes gens, j'invitais Mary, la fille de 14 ans des Isaac, à venir passer quelques jours avec moi. J'avais gagné de l'argent avec les commandes pour l'entreprise d'aide et pouvais donc me permettre de jouer la généreuse bienfaitrice pour ces jeunes gens qui me rajeuniraient par leur présence. Le jour de notre départ, les Isaac organisèrent un déjeuner d'adieu en mon honneur. Plus tard, alors que j'étais en train de me faire mes bagages, j'entendis sonner à la porte. Excusez-moi. Oh, tout ça pour ça. Bref. J'essaie de rajouter des sons, mais c'est compliqué quoi, le temps de faire des navigations entre différentes pages. Bref, je reprends la lecture, excusez-moi. Donc j'entendis sonner à la porte. Mary Isaac entra pour me dire qu'un jeune homme déclarant s'appeler Niemann voulait me voir d'urgence. Je ne connaissais personne de ce nom-là, et de plus, c'était l'heure de partir à la gare. Avec une certaine impatience, je demandais à Mary d'informer le visiteur que, pour le moment, je n'avais pas le temps, qu'il pourrait s'entretenir avec moi sur le chemin de la gare. Dès que je le vis en sortant de la maison, je reconnus le beau jeune homme aux cheveux d'or qui m'avait demandé de lui recommander de quoi lire lors du meeting de Cleveland. Dans la rame du métro aérien, nous agrippant au poignet, Newman m'expliqua qu'il avait adhéré à une section socialiste locale de Cleveland où il avait trouvé les adhérents ennuyeux, manquant de vision et d'enthousiasme. Il n'avait pas supporté de rester avec eux et avait quitté la ville. Depuis, il travaillait à Chicago et espérait vivement y établir des contacts avec des anarchistes. Mes amis m'attendaient à la gare. Il y avait notamment Max avec qui je voulais passer quelques minutes. Je suppliais donc Hippolyte de s'occuper de Niemann et de le présenter aux camarades. Les jeunes de Rochester m'adoptèrent affectueusement. Les enfants de mes deux sœurs
mon frère Yegor et ses copains, la jeune Marie, tous concoururent à combler les journées de cette beauté que seules les âmes juvéniles et ardentes sont capables d'offrir. Ce fut une expérience nouvelle et grisante à laquelle je m'abandonnai complètement. Le toit terrasse de la maison d'Elena devint notre jardin et le lieu de rassemblement où mes jeunes amis me confiaient les rêves de leurs aspirations. Nous prîmes particulièrement plaisir à pique-niquer avec les jeunes. Harry, l'aîné de ma sœur Lena, était à 10 ans un sympathisant républicain, capable de subjuguer son auditoire à l'instar d'un candidat en campagne électorale. Nous nous amusions à l'entendre défendre McKinley, son héros, et argumenter contre Tante, en français dans le texte, Emma. Comme toute la famille, il avait de l'admiration pour moi, mon seul défaut étant que je n'appartienne pas à son camp. Son frère Saxe était d'une nature complètement différente. Par sa personnalité, il ressemblait à Helena bien plus qu'à sa propre mère. Il avait le même caractère craintif et timide et dégageait la même impression de tristesse. Il partageait aussi avec Helena une infinie capacité d'amour. David, Benjamin d'Helena, était l'idéal de Saxe. Et pour ce dernier, sa parole était sacrée. Il n'y avait là rien de surprenant puisque David était véritablement un magnifique garçon. Bien bâti et d'apparence avenante, il séduisait tout le monde par son talent exceptionnel de musicien et son goût pour le divertissement. J'adorais chacun de ses enfants, mais le plus proche de mon cœur, après Stella, c'était Saxe. En premier lieu, peut-être parce que je savais qu'il lui manquait la cuirasse pour affronter les combats de la vie. Une note publiée dans Free Society, en anglais dans le texte, comportait une mise en garde contre Newman failli gâcher mes vacances à Rochester. Rédigé par A. Isaac, le directeur du journal, l'article s'appuyait sur des informations en provenance de Cleveland selon lesquelles l'homme avait éveillé des soupçons avec ses questions et essayé de pénétrer dans les cercles anarchistes. Les camarades de Cleveland en avaient conclu qu'il était sûrement un espion. J'étais vraiment en colère. Porter une telle accusation sur les bases aussi peu solides, j'écrivis immédiatement à Isaac en exigeant des faits plus probants. Il répondit que, malgré l'absence d'autres éléments, il restait convaincu qu'il fallait se méfier de Niemann à cause de ses références continuelles à des actes de violence. J'écrivis une autre lettre de protestation. Le numéro suivant de Free Society, en anglais dans le texte toujours, revint sur son accusation. L'exposition panaméricaine de Buffalo m'intéressait d'autant plus que j'avais envie depuis longtemps de voir les chutes du Niagara. Mais je ne pouvais pas abandonner mes précieux jeunes et n'avais pas assez d'argent pour les emmener avec moi. Le docteur Kaplan, un ami de Buffalo, qui savait que je passais mes vacances en famille, résolut nos problèmes. Il m'avait déjà invité à lui rendre visite et à amener mes amis. Quand je lui écrivis que je n'avais pas les moyens de me payer un tel luxe, il me pela par téléphone et proposa de m'envoyer 40$ pour aider à couvrir les frais et également de nous accueillir chez lui pendant une semaine. En joyeux prélude à cette aventure, j'emmenai les plus âgés des enfants avec moi à Buffalo. Nous eûmes droit à une tournée de réjouissance. Nous, entre guillemets, fîmes les chutes, nous vîmes l'exposition et nous nous réjouîmes de la musique et des fêtes, ainsi que des rencontres avec les camarades au cours desquelles la jeune génération participa au discours sur un pied d'égalité. À notre retour à Rochester, je trouvai 2 lettres de Sacha. La première, clandestine, était datée du 10 juillet, mais sa transmission avait de toute évidence été retardée. Son contenu me plongea dans le désespoir. Je lus. De l'hôpital, tout juste sorti de la camisole de force, après 8 jours. Depuis plus d'1 an, j'étais à l'isolement le plus strict. Pendant longtemps, on m'a privé de courrier et de lecture. J'avais traversé une grande crise. 2 de mes meilleurs amis sont morts de façon effrayante. La mort de Russell m'a particulièrement affecté. Il était très jeune. C'était mon meilleur et plus dévoué ami. Il est décédé d'une mort affreuse. Le médecin accusait le garçon de simulation et dit maintenant qu'il avait une méningite cérébrospinale. Je ne peux te dire l'horrible vérité. Ce ne fut rien de moins qu'un meurtre, et mon pauvre ami a pourri centimètre par centimètre. Quand il est mort, ils ont découvert plein d'escarres dans son dos. Si tu pouvais lire les lettres pitoyables qu'il m'écrivait, me suppliant d'aller le voir et de le soigner. Mais le directeur ne l'a pas autorisé. J'ai eu l'impression que ces souffrances atroces s'étaient d'une certaine manière transmises à moi, et je me suis mis à ressentir les douleurs et les symptômes que Russell décrivait dans ses lettres. Je savais qu'il s'agissait de mon imagination malade, je luttais contre elle, mais peu de temps après, mes jambes ont montré des signes de paralysie, et je souffrais de douleurs insoutenables dans la colonne vertébrale, exactement comme Russell. J'avais peur d'être tué comme mon pauvre ami. J'étais au bord du suicide. J'ai exigé qu'on me sorte de ma cellule, et le directeur a donné l'ordre de me punir. On m'a mis la camisole de force. Ils m'ont ligoté dans la grosse toile. Ils m'ont attaché mes bras au lit et enchaîné mes pieds au montant.
On m'a laissé ainsi pendant 8 jours, sans pouvoir bouger, croupissant dans mes excréments. Des détenus libérés ont attiré l'attention de notre nouvel inspecteur sur mon cas. Il a refusé de croire que de telles choses se produisaient dans le pénitencier. Des rumeurs couraient selon lesquelles j'étais en train de devenir aveugle et fou. Puis, l'inspecteur a visité l'hôpital et m'a libéré de la camisole. Je suis en assez piètre état, mais maintenant, ils m'ont mis dans la salle commune de l'hôpital et je suis heureux de pouvoir t'envoyer cette lettre. Les monstres. Quel moyen commode pour envoyer Sacha dans une maison de fous ou le conduire au suicide? J'étais malade à la seule pensée que j'avais vécu dans un monde de rêves, de fantaisie juvénile et de gaieté, tandis que Sacha subissait ces tortures diaboliques. Mon cœur s'écria. C'est injuste que lui seul continue à payer le prix. C'est injuste! Mes jeunes amis se groupèrent autour de moi, compatissants. Les yeux grands de Stella se remplirent de larmes. Yegor me tendit l'autre lettre en disant « La date de celle-ci est plus récente. Elle contient peut-être de meilleures nouvelles ?» Je craignais presque de l'ouvrir. À peine avais-je lu le premier paragraphe que j'explosais joyeusement. « Les enfants, Stella, Yegor, la peine de Sacha a été commuée. Plus que 5 ans et il sera libre. Imaginez, 5 ans seulement !» Le souffle haletant, je continuai à lire. « Je peux lui rendre visite à nouveau, m'exclamai-je. Un nouveau directeur a établi ses droits. Il peut voir ses amis. » Je courus partout dans la pièce entre rire et larmes. Elena grimpa les marches 4 à 4, suivie de Jacob. « Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui est arrivé ?» Je ne pus que pousser un cri. « Sacha, mon Sacha !» Avec douceur, ma sœur m'assied sur le canapé, me prit la lettre des mains et la lut tout haut d'une voix tremblante. Boîte postale A7, Allegheny City, Paterson, 25 juillet 1901. Cher ami, je ne peux te dire à quel point je suis heureux qu'on me permette de t'écrire à nouveau. Mes droits ont été rétablis par un nouvel inspecteur, un très brave homme. Il m'a sorti de ma cellule. Et je suis à nouveau dans la section. L'inspecteur m'a demandé de démentir auprès de mes amis les rapports publiés récemment dans les journaux concernant mon état. Ces derniers temps, je n'allais pas très bien, mais j'espère à présent que ma santé va s'améliorer. Mes yeux sont en piètre état. L'inspecteur m'a autorisé à les faire examiner par un spécialiste. Pourrais-tu arranger cela avec nos camarades sur place? Il y a une autre très bonne nouvelle, cher ami. On vient de promulguer une nouvelle loi sur la remise de peine qui réduit la mienne de 2 ans et demi. Il m'en reste beaucoup à faire, bien sûr. Presque 4 ans ici et une autre année ailleurs. Cependant, c'est un progrès considérable. Et si je ne suis pas de nouveau condamné à l'isolement, j'ai une chance, j'ose à peine y penser, j'ai une chance de survivre jusqu'à ma libération. J'ai l'impression de ressusciter. La nouvelle loi avantage bien plus les condamnés aux courtes peines que ceux ayant de longues condamnations. Seuls les pauvres condamnés à perpète en sont exclus. Pendant un temps, nous avons été très inquiets, car de nombreuses rumeurs couraient selon lesquelles la loi allait être déclarée inconstitutionnelle. Heureusement, la tentative pour en faire annuler les avantages s'est avérée inefficace. Imagine à quoi peuvent ressembler ces hommes qui voient quelque chose d'inconstitutionnel dans le fait d'accorder aux prisonniers un peu plus de bon temps que ne le faisait la loi sur la remise de peine vieille de 40 ans. Comme si un peu de bonté envers les malheureux, la justice tout simplement, était incompatible avec l'esprit de Jefferson. Nous nous sommes beaucoup tourmentés à propos du sort de cette loi, mais finalement le premier contingent de bénéficiaires a été libéré, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Cette nouvelle loi possède une histoire particulière qui peut t'intéresser. Elle projette un éclairage lourd de sens. Elle a été conçue spécialement pour le bénéfice d'un haut fonctionnaire fédéral reconnu récemment coupable d'avoir aidé 2 riches fabricants de tabac de Philadelphie à escroquer le gouvernement de quelques millions en utilisant de faux timbres fiscaux. Leur influence a permis de proposer et de faire voter ce projet de loi en toute hâte. La loi aurait réduit la peine pratiquement de moitié, mais certains journaux n'ont pas apprécié d'être tenus dans l'ignorance de ce « marché ». Et des protestations ont commencé à s'élever. L'affaire a fini par être portée devant le ministre de la Justice des États-Unis, qui a décidé que les hommes en faveur de qui la loi avait été spécialement conçue ne pouvaient pas en bénéficier. En effet, le droit des différents États ne s'applique pas aux prisonniers fédéraux, ceux-ci étant soumis à la loi fédérale pour leur remise de peine. Imagine la déconfiture des politiciens. Il y a même eu une tentative pour surseoir à la mise en vigueur de la loi. Heureusement, elle a échoué. Et maintenant, les « simples prisonniers de l'État de Pennsylvanie, qui n'étaient pas du tout censés en profiter, sont libérés. Sans le vouloir, le corps législatif a fait ici le bonheur de plus d'un malheureux. J'ai été interrompu dans ma lettre car on m'a appelé pour une visite. Je n'arrivais pas à le croire.
Le premier camarade qu'on m'a autorisé à voir en 9 ans. C'était Harry Gordon. Et j'ai été tellement bouleversé à la vue de ce cher ami que j'ai pu à peine parler. Il a dû réussir à persuader le nouvel inspecteur de lui délivrer un laissez-passer. Celui-ci est maintenant directeur par intérim à cause de la maladie grave du commandant Wright. Peut-être me permettra-t-il de voir ma sœur. Aurais-tu la gentillesse de prendre immédiatement contact avec elle? En attendant, j'essaierai de lui procurer un laissez-passer. Avec un regard d'espoir et le souvenir toujours vivace de toi. Alex. Enfin! Enfin le miracle! S'exclama Elena en larmes. Elle avait toujours admiré Sacha. Depuis son incarcération, elle n'avait cessé de manifester un vif intérêt pour sa situation et pour chaque nouvelle qui sortait de son tombeau vivant. Elle qui avait partagé mon chagrin ce jour-là, elle se réjouissait avec moi de ces merveilleuses nouvelles. Une fois encore, je me tenais dans l'enceinte du pénitencier de l'Ouest, le cœur battant, la chamade, à l'affût du pas de Sacha. 9 années s'étaient écoulées depuis ce jour de novembre 1892 où je m'étais trouvé face à lui. L'espace d'un instant pourrait en être aussitôt arraché. 9 années lourdes de tourments du temps interminable. Sacha! Je me précipitai les bras tendus. Je vis le gardien et se tenant à ses côtés, un homme en costume gris et au visage du même teint grisâtre. Était-ce vraiment Sacha? Cet homme si changé, si maigre et exsangue. Il s'assit à côté de moi, en tripotant la chaîne de sa montre, sans me dire. J'attendis, tendu, guettant une parole de sa part. Sacha demeura quoi? Seuls ses yeux me regardaient fixement, plongeant son cœur en mon âme. Plongeant au cœur de mon âme, excusez-moi. C'étaient bien les siens, effarouchés, torturés. Ils me donnaient envie de pleurer. Moi aussi, je restais muette. C'est l'heure! Au son de cette voix, mon sang faillit se glacer dans mes veines. Le pas lourd me dirigeait vers le couloir, sortit de l'enceinte et passa sous le portail en fer pour rejoindre la rue. Le même jour, je quittai Allegheny pour Saint-Louis, où je rencontrai Karl Nold, que je n'avais pas vu depuis 3 ans. Toujours aussi gentil, Karl attendait, avide de nouvelles de Sacha. Déjà au courant du changement inattendu de son statut, il en était ravi. « Alors tu l'as vu » s'écria-t-il. « Vite, raconte-moi toutes les nouvelles de lui, sur lui. » Pour autant que je le pouvais, je lui racontai comment s'était passée cette horrible visite. Quand j'eus terminé, il commenta. « J'ai peur que ta visite à la prison ait suivi de trop près son année d'isolement. Après une année entière en isolement forcé, sans jamais la moindre occasion d'échanger un mot avec un autre être humain ou d'entendre une voix aimable, on se fige, incapable d'exprimer son désir de contact humain. » Je compris alors l'épouvantable silence de Sacha. Le lendemain, c'est-à-dire le 6 septembre, je prospectais toutes les grandes papeteries et boutiques de fantaisie de Saint-Louis afin d'obtenir des commandes pour l'entreprise d'aide. Je ne réussis pas à éveiller le moindre intérêt pour mes échantillons. Dans un magasin seulement, on me proposa de repasser le lendemain pour voir le patron. Alors que j'attendais avec lassitude au carrefour qu'un tram passe, j'entendis un vendeur de journaux crier « Édition spéciale! Édition spéciale! Le président McKinley abattu !» J'achetai le journal, mais dans le tramway bondé, je ne pus le lire. Autour de moi, les gens discutaient de l'attentat contre le président. Karl était arrivé à la maison avant moi et avait déjà lu les nouvelles. Un jeune homme du nom de Léon Solgoz avait tiré sur le président dans le parc d'exposition de Buffalo. « Je n'ai jamais entendu ce nom, dit Karl. Et toi? Non, jamais, répondis-je. C'est une chance que tu sois ici et non à Buffalo. Comme d'habitude, les journaux t'associeront à cet acte. Absurde! La presse américaine est plutôt extravagante, mais elle ne concocterait tout de même pas une histoire aussi folle. » Le lendemain, je me rendis à la papeterie pour voir le patron. Au bout d'efforts considérables de persuasion, je réussis à décrocher un marché s'élevant à $1000, le plus gros que j'ai jamais obtenu. J'étais évidemment très contente. Pendant que l'homme remplissait sa commande, je tombais sur la manchette du journal qui traînait sur son bureau. Un anarchiste assassine le président McKinley. Avoue y avoir été incité par Emma Goldman, femme anarchiste recherchée. Luttant pour ne pas perdre contenance, je terminai la transaction et sortis du magasin. Au coin de la rue, j'achetai plusieurs journaux et m'installai dans un restaurant pour les lire. Ils abondaient en détail sur la tragédie, signalant également la descente de police chez les Isaac à Chicago et l'arrestation de tous ceux qui s'y trouvaient. D'après les journaux, les autorités allaient les garder à vue jusqu'à ce qu'Emma Goldman soit localisée. 200 policiers sillonnaient déjà le pays pour traquer et capturer Emma Goldman.
Dans les pages intérieures d'un des journaux figurait la photo de l'assassin de McKinley. Mais c'est Niemann! J'en eus le souffle coupé. Une fois la lecture des journaux terminée, je compris que je devais me rendre immédiatement à Chicago. La famille Isaac, Hippolyte, Jay Fox, notre vieux camarade et homme très actif dans le mouvement ouvrier, ainsi que d'autres encore, étaient détenus sans caution dans l'attente de mon arrestation. Il était manifestement de mon devoir de me livrer à la police. Je savais qu'il n'existait ni motif ni la moindre preuve pouvant me lier à cet assassinat. J'irai donc à Chicago. Comme je m'engouffrais dans la rue, je tombais sur V, entre guillemets, l'homme fortuné du Nouveau-Mexique, qui m'avait organisé une conférence à Los Angeles quelques années auparavant. Dès qu'il me vit, il verdit de peur. « Pour l'amour de Dieu, Emma, qu'est-ce que vous faites ici » s'écria-t-il d'une voix tremblotante. « Vous ne savez pas que la police du pays entier vous recherche ?» Tandis qu'il parlait, il parcourait anxieusement la rue du regard. De toute évidence, il était pris de panique. Je devais m'assurer qu'il n'allait pas dévoiler ma présence dans la ville. Je lui pris le bras avec familiarité et murmurai. « Trouvons un endroit plus tranquille. » Assis dans un coin, loin des autres clients, je lui rappelai. « Autrefois, vous m'avez assuré de votre amour éternel. Vous m'avez même demandé en mariage. C'était il y a seulement 4 ans. Ne reste-t-il rien de votre affection? Si oui, me donneriez-vous votre parole que vous ne soufflerez mot à personne que vous m'avez vu? Je ne veux pas qu'on m'arrête à Saint-Louis. J'ai l'intention de me laisser cet honneur à la ville de Chicago. Dites-moi vite si je peux compter sur vous pour garder le silence. » Il le promit solennellement. Dès que nous nous retrouvâmes dehors, il s'éloigna en toute hâte. Bien que certaine qu'il tiendrait parole, je savais aussi que mon admirateur d'antan n'avait pas l'étoffe d'un héros. Quand j'annonçai à Karl que je partais pour Chicago, il me dit que j'avais perdu la tête. Il me supplia de renoncer à cette idée, mais je restai inflexible. Espérant qu'il réussirait à me convaincre de ne pas me rendre, il me quitta afin de réunir quelques amis de confiance dont il savait que j'appréciais l'opinion. Ils parlementèrent avec moi pendant des heures, mais ne parvinrent pas à modifier ma décision. Je leur dis en plaisantant qu'ils auraient intérêt à me préparer des adieux chaleureux, car nous n'aurions probablement plus jamais l'occasion de passer une soirée à bien nous amuser ensemble. Ils louèrent un salon privé dans un restaurant où nous nous régalâmes autour d'un repas digne de Lucullus. Puis ils m'accompagnèrent à la gare de Wabash. Karl m'avait réservé une couchette. Au matin, le compartiment était en émoi au sujet de la tragédie de Buffalo, de Saul Goss et d'Emma Goldman. J'entendis quelqu'un remarquer. « Une bête, un monstre sanguinaire, on aurait dû la mettre sous les verrous il y a longtemps. »« Comment ça sous les verrous ?» renchérit un autre. « Elle devait être pendue au premier réverbère venu. » J'écoutais ces bons chrétiens en me reposant dans ma couchette. Je riais intérieurement en imaginant la tête qu'il ferait si je m'avançais en annonçant « Mesdames et messieurs, fidèles disciples du doux Jésus, voici Emma Goldman. » Mais je n'avais pas le cœur de provoquer un tel choc et je restais derrière mon rideau. Une demi-heure avant l'entrée du train en gare, je m'habillai et mis un petit chapeau de marin affublé d'une toilette bleu vif. Très à la mode à l'époque. Sans remettre mes lunettes, je baissai la voilette devant mon visage. Le quai était noir de monde et plusieurs hommes dans la foule avaient l'air de policiers. Je demandai à l'un de mes compagnons de voyage d'avoir la gentillesse de surveiller mes 2 valises pendant que je cherchais un porteur. Je réussis finalement à en trouver un, marchai le long du quai jusqu'à mes bagages, puis accompagner le porteur jusqu'à la consigne. Une fois en possession de mon bulletin, je quittai la gare. Max, à qui j'avais envoyé un télégramme prudent, était la seule personne au courant de mon arrivée. Je l'aperçus avant même qu'il me voie. Avançant lentement vers lui, je chuchotai en le dépassant. Marche jusqu'à la prochaine rue, je fais de même. Personne n'avait l'air de me suivre. Après avoir zigzagué avec Max pendant un bon moment et changé de tramway, une demi-douzaine de fois nous atteignîmes l'appartement où il vivait avec Millie, entre guillemets Puck. Tous les deux exprimèrent une grande inquiétude quant à ma sécurité. Max soutenant que venir à Chicago était une idée complètement insensée. Selon lui, on assistait à la répétition de la situation de 1887, car la presse et la police étaient assoiffées de sang. « Et le sang qu'ils veulent, c'est le tien », répétait-il, tant que lui et Millie me suppliaient de quitter le pays. J'étais bien décidé à rester à Chicago, tout en prenant conscience qu'il serait impossible de demeurer chez eux, ni d'ailleurs chez aucun camarade étranger. J'avais cependant des amis américains qui n'étaient pas connus comme anarchistes. Max avertit de ma présence Monsieur et Madame N, qui, je le savais, avaient beaucoup d'affection pour moi. Ils arrivèrent rapidement. Eux aussi étaient très inquiets à mon sujet, mais ils pensaient que je serais en sécurité chez eux. Il était prévu que je n'y passe que 2 jours, car j'avais l'intention de me livrer à la police aussi vite que possible. Monsieur N, fils d'un pasteur fortuné, vivait dans un quartier chic. Une fois arrivé chez lui, il me dit
Qui pourrait imaginer que je donnerais asile à Emma Goldman? Lundi, M. N revint du barreau en fin d'après-midi et m'informa de la possibilité de recevoir 5000 $ du Chicago Tribune pour une interview en exclusivité. En anglais dans le texte, Chicago Tribune. Excellent, répondis-je. Nous aurons besoin d'argent pour assurer ma défense. Nous décidâmes que le lendemain matin, M. N amènerait le représentant du journal à son appartement, et qu'ensuite nous ferions le trajet tous les trois ensemble, jusqu'au siège de la police. Dans la soirée, Max et Millie passèrent nous rendre visite. Je n'avais encore jamais vu mes amis dans un tel état d'agitation. Max répéta que je devais m'enfuir, sans quoi ce serait comme si je me mettais la corde au cou. Si tu vas à la police, tu n'en sortiras jamais vivante, revint-il. Ce serait pareil qu'avec Albert Parsons. Tu dois nous laisser te faire passer au Canada. Millie me prit à part. Max ne dort ni ne mange depuis vendredi, dit-elle. Il fait les 100 pas toute la nuit et ne cesse de répéter « Emma est perdue, ils vont la tuer ». Même si ce n'est pas dans mes intentions, elle me suppliait de tranquilliser Max en lui promettant de m'enfuir au Canada. J'y consentis et demandai à Max de prendre les dispositions nécessaires pour ma fuite. Il m'entoura dans ses bras, ravi. Max et Millie devaient nous retrouver le lendemain matin avec des vêtements destinés à me camoufler. Je passai la majeure partie de la nuit à déchirer lettres et papiers et à détruire tout ce qui serait à même d'impliquer mes amis. Ces préparatifs terminés, j'allais me coucher. Le matin, Madame N partit travailler tandis que son mari se rendait au Chicago Tribune, en anglais dans le texte. Nous avions convenu que si quelqu'un venait, je me ferais passer pour la bonne. Vers 9 h, alors que j'étais dans mon bain, j'entendis un bruit, comme si quelqu'un grattait le rebord de la fenêtre. Au début, je n'y prêtais pas attention. Je finis par prendre mon bain tranquillement et commencer à m'habiller. Tout d'un coup, il y eut un fracas de verre brisé. J'enfilai. Non, j'ai pas cet effet, j'ai pas ce son, malheureusement. Du coup, il y eut un fracas de verre brisé. J'enfilai mon kimono et allai voir ce qui se passait dans la salle à manger. Un homme s'agrippait au rebord de la fenêtre, d'une main en brandissant un pistolet de l'autre. Nous étions au 3e étage. Il n'y avait pas d'escalier de secours. Je criai « Attention, vous allez vous rompre le cou !»« Eh bon sang, pourquoi vous ouvrez la porte? Vous êtes sourde ?» Il s'élança par la fenêtre. « Pourquoi vous ouvrez pas la porte, pardon? Vous êtes sourde ?» Il s'élança par la fenêtre et atterrit dans la chambre. Je m'approchai de l'entrée et déverrouillai la porte. Un géant suivi de près par 12 femmes s'entassèrent dans l'appartement. Par 12 hommes, pas par 12 femmes, pardon, s'entassaient dans l'appartement. Le chef me saisit par le bras, braillant. « Qui es-tu » ?»« Moi, bonne sédoise, pas parler anglais. » Il me lâcha et ordonna à ses hommes de fouiller les lieux. Se tournant vers moi, il hurla. « Écarte-toi, nous sommes à la recherche d'Emma Goldman !» Puis il brandit une photo devant mes yeux. « Tu vois ça? Nous voulons cette femme, elle est où ?» Je montrai du doigt la photo, il dit. Pas vu cette femme ici, elle est très grande. Vous regardez dans ces petits boîtes et pas la trouver. Elle est trop grande. Oh la ferme, beugla-t-il. On ne sait jamais de quoi ils sont capables ces anarchistes. Après avoir passé la maison au peigne fin et mis tout sang dessus-dessous, le géant s'approcha de la bibliothèque. Merde alors, c'est la maison d'un vrai pasteur, observa-t-il. Regardez-moi ces livres. Je ne pense pas qu'Emma Goldman viendrait par ici. Ils étaient sur le point de partir quand soudain un des policiers annonça. Et ça, inspecteur Schwettler, c'est quoi? C'était mon stylo à plume offert par un ami avec mon nom dessus. Je l'avais oublié. Sacrebleu, ça c'est une trouvaille, cria l'inspecteur. Elle a dû passer par ici, elle va peut-être revenir. Il donna l'ordre à 2 de ses hommes de rester. J'ai compris que la partie était perdue. Comme il n'y avait aucun signe de Monsieur N ou de l'homme de Chicago Tribune, en anglais dans le texte, cela ne servait à rien d'entretenir la farce plus longtemps. C'est moi, Emma Goldman, annonçai-je. À l'instant, Shuttler et ses hommes se figèrent pétrifiés. Puis l'inspecteur rugit. Ça alors, que le diable m'emporte, tu es le hors-la-loi le plus malin que j'ai jamais rencontré. Embarquez-la vite fait. Au moment de m'engouffrer dans le fiacre stationné au bord du trottoir, j'aperçus N qui arrivait en compagnie de l'homme du Chicago Tribune. C'était trop tard, pour l'exclusivité, et je ne voulais pas que mon hôte soit reconnu. Je fis semblant de ne pas les voir. J'avais souvent entendu dire que, pour arracher des aveux, la police des différentes villes américaines pratiquait des interrogatoires serrés, mais je n'en avais jamais fait personnellement l'objet. J'avais été arrêté à diverses reprises depuis 1893 sans subir la moindre violence. Le jour de mon arrestation, c'était le 10 septembre,
On me garda dans une pièce étouffante au siège de la police, où entre 10h30 et 19h, je fus cuisiné jusqu'à l'épuisement. 50 policiers au bas mot passèrent devant moi, chacun me menaçant du poing et des plus sinistres sorts. L'un brailla: « T'es avec Skolgoz à Buffalo! Je t'ai vu, de mes yeux, juste devant le palais des congrès, t'as intérêt à avouer, t'entends ?» Un autre: « Dis donc Goldman, je t'ai vu avec ce fils de pute à la foire. Alors ne mens pas, je te dis que je t'ai vu. » Ou encore: « T'as assez caché ton jeu, continue comme ça, aussi sûr que t'es né, c'est la chaise que t'auras. Ton amant a avoué, il a dit qu'il a tiré sur le président à cause de ton discours. » Je savais qu'il mentait. Je savais que je n'avais fait que croiser Skolgoz quelques minutes à Cleveland le 5 mai et une demi-heure à Chicago le 12 juillet. Schwettler se montra absolument féroce. Son corps massif est dressé au-dessus de moi. Il vociféra: « Si tu n'avoues pas, mon gars, tu suivras le même chemin que ces salauds d'anarchistes de High Market. » En expliquant où j'avais été et avec qui, je maintins ma version des faits telle que je l'avais exposée lorsqu'on m'avait emmené au siège de la police. Mais il refusait de me croire et continuait de m'intimider et de me malmener. Ma tête m'élançait, ma gorge et mes lèvres me brûlaient. Une grande cruche d'eau avait été posée sur la table devant moi, mais à chaque fois que je tendais la main pour la saisir, un policier disait: « Tu pourrais boire ton tosso, mon gars, mais d'abord réponds-moi. Où étais-tu avec Skolgoz le jour où il a tiré le président ?» La torture se prolongea des heures durant. Finalement, on m'emmena au commissariat de police de Harrison Street, où je fus enfermé dans une cellule munie de barreaux qui m'exposait au regard de tous côtés. Peu de temps après, la surveillante vint me demander si je voulais dîner. Non, plutôt de l'eau, répondis-je, et quelque chose pour ma tête. Elle revint avec une cruche en étain contenant de l'eau tiède que j'avalai d'un trait. Elle n'avait rien à me donner pour le mal de tête, hormis une compresse froide. Son effet fut néanmoins très apaisant, et je m'endormis très rapidement. Une vive brûlure me tira de mon sommeil. Un homme en civil tenait un réflecteur tout près de mes yeux. Je bondis et le repoussai de toutes mes forces en criant: « Vous me brûlez les yeux !»« Nous brûlerons davantage avant d'en avoir fini avec toi, » répliqua-t-il. Ce traitement, entrecoupé de brèves pauses, se renouvela durant 3 nuits. La 3e nuit, plusieurs policiers pénétrèrent dans la cellule. « Maintenant on a les bons tuyaux sur toi, » annoncèrent-ils. « C'est toi qui as financé Skolgoz et tu as obtenu l'argent du docteur Kaplan de Buffalo. Il est bel et bien dans nos mains, il a tout avoué. Alors qu'est-ce que t'as à dire ?» Rien de plus que ce que j'ai déjà dit, répétai-je. J'ignore tout de l'acte. Depuis mon arrestation, je n'avais reçu ni nouvelles de mes amis, ni visite. Je compris qu'on me tenait au secret. Certaines lettres m'arrivèrent cependant, la plupart non signées. L'une d'entre elles disait: « Maudite chienne d'anarchiste, si je pouvais t'approcher, je t'arracherais le cœur et je donnerais ensuite à manger à mon chien. » Dans une autre, je lisais: « Toi, la meurtrière Emma Goldman, tu brûleras dans les flammes de l'enfer pour ta traîtrise envers notre pays. » Une troisième promettait gaiement: « Nous te couperons la langue, te tremperons la carcasse dans du pétrole et te brûlerons vive. » Les descriptions que certaines de ces auteurs anonymes donnaient des sévices sexuels qu'ils me feraient subir constituaient les modèles de perversion qui auraient stupéfié les experts en la matière. Ces gens me paraissaient cependant moins méprisables que les fonctionnaires de police. Tout en me refusant les messages que mes amis m'avaient écrits, on me remettait quotidiennement une pile de lettres qui avaient été ouvertes et lues par les gardiens de la décence et de la moralité américaine. Il était évident que ces méthodes visaient à me briser le moral. Je décidai d'y mettre un terme. Dès que l'on me présenta de nouveau une de ces enveloppes ouvertes, je la déchirai et je jetai les bouts de papier au visage du policier. Le 5e jour de mon incarcération, je reçus un télégramme d'aide m'assurant du soutien de son entreprise. « N'hésite pas à utiliser notre nom, nous serons à tes côtés jusqu'au bout. » J'étais contente de cette assurance qui m'évitait de devoir garder le silence au sujet de mes déplacements pour les affaires de l'entreprise d'aide. Le soir même, O'Neill, le chef de la police de Chicago, se rendit dans ma cellule. Il m'informa qu'il voulait s'entretenir tranquillement avec moi. « Je ne souhaite en aucun cas vous intimider ou exercer la coercition, dit-il. Je peux peut-être vous aider. Ce serait une expérience vraiment inusitée que de recevoir l'aide d'un chef de la police, répondis-je. Mais je suis tout disposé à répondre à vos questions. » Il me demanda de lui faire un compte-rendu détaillé de mes allées et venues depuis le 5 mai, jour où j'avais rencontré pour la première fois Skolgoz jusqu'à la date de mon arrestation à Chicago. Je lui donnai ces précisions sans toutefois mentionner ma visite à Sacha ou le nom des camarades qui m'avaient hébergé.
N'ayant dorénavant plus besoin de couvrir le docteur Kaplan, les Isaac ou Hippolyte, j'étais en mesure de lui fournir un récit pour ainsi dire complet. Quand je terminais, ma déclaration ayant été sténographiée, le chef de la police O'Neill observa. À moins d'être une comédienne très habile, vous êtes sans aucun doute innocente. Je pense que c'est le cas et je vais faire ce que je peux pour vous venir en aide. J'étais trop abasourdi pour le remercier. Jamais auparavant un policier ne m'avait adressé la parole sur un tel ton. En même temps, à supposer qu'il essaie effectivement de faire quelque chose pour moi, je doutais du succès de ses efforts. À partir de cet entretien avec le chef de la police, je constatais un changement marqué dans le traitement qui m'était réservé. On ne ferma plus la porte de ma cellule à clé, ni de jour ni de nuit, et la surveillante m'avisa que je pouvais rester dans la grande salle, utiliser le rocking chair et la table qui s'y trouvait, commander mes repas et des journaux, recevoir et expédier du courrier. Je commençais aussitôt à mener une vie mondaine, recevant des visiteurs à longueur de journée, essentiellement des gens de la presse qui ne se déplaçaient pas tant pour des interviews que pour bavarder, fumer et raconter des histoires drôles. Sans parler d'autres encore qui passaient par simple curiosité. Excusez-moi, je crois qu'il y a des voisins à côté. Ah non, pardon, excusez-moi, je crois qu'il y a un voisin qui avait frappé à la porte. Mes excuses. Ou une voisine, d'ailleurs. Donc qui venaient par curiosité. Des femmes journalistes apportaient des livres et des articles de toilette en cadeau. Celle qui se montra la plus prévenante fut Catherine Leakey, du groupe de presse Hearst. Elle était douée d'une intelligence plus vive que Nellie Bly, qui m'avait souvent rendu visite dans les Tombs en 1893, et elle possédait une sensibilité sociale beaucoup plus aiguisée. Féministe énergique et ardente, elle n'était pas moins fidèle à la cause des travailleurs. Catherine Leakey fut la première à s'intéresser à mon histoire d'interrogatoire serré. Mon récit l'avait à ce point indignée qu'elle entreprit de démarcher les diverses organisations de femmes afin de les persuader de s'engager sur la question. Un jour, on m'annonça la visite d'un représentant de l'Arbeiter Zeitung, en allemand dans le texte. Je reconnus Max avec joie. Il me chuchota que c'était seulement à ce titre qu'il avait obtenu l'autorisation de me voir. Il me mit au courant d'une lettre qu'il avait reçue d'Ed, expliquant que Hearst, par l'intermédiaire de mon représentant, avait rapproché Justus Schwab avec une proposition de $20 000 si je venais à New York lui accorder une interview exclusive. L'argent serait déposé sur un compte bancaire, à la convenance de Justus et Ed. Mais, ajouta Max, les deux étaient convaincus que Hearst était prêt à dépenser ce qu'il fallait pour me faire condamner. Il en a besoin pour se blanchir de l'accusation selon laquelle il aurait poussé Solgoss à assassiner McKinley, m'expliqua-t-il. En effet, les journaux républicains du pays avaient publié en première page des articles liant Hearst à Solgoss parce que tout au long de la présidence de McKinley, son groupe avait dirigé de violentes attaques contre ce dernier. L'un de ces journaux avait caricaturé le patron du groupe de presse, le représentant debout derrière Solgoss et lui tenant une allumette pour allumer la mèche d'une bombe. Hearst comptait désormais parmi ceux qui réclamaient le plus bruyamment l'extermination des anarchistes. Tout comme Max, Justus et Ed étaient inconditionnellement opposés à mon retour à New York. Mais ils avaient estimé qu'il était de leur devoir de me faire part de l'offre de Hearst. $20 000, m'exclamai-je. Quel dommage que la lettre d'Ed soit arrivée trop tard. J'aurais certainement accepté la proposition. Imagine la lutte que nous aurions pu mener et la propagande. C'est positif que tu gardes ton sens de l'humour, remarqua Ed. Mais je suis content que la lettre soit arrivée trop tard. Ta situation est suffisamment grave sans que M. Hearst l'empire. Un avocat du cabinet de Clarence Darrow me rendit également visite. Il était venu m'avertir que j'aggravais mon cas en m'obstinant à défendre Solgoss. L'homme était fou et je devais l'admettre. Aucun avocat réputé n'acceptera de vous défendre si vous vous alliez à l'assassin du président, m'assura-t-il. En fait, vous vous exposez au danger imminent d'être considéré comme complice du crime. Je demandai pourquoi M. Darrow ne se présentait pas en personne s'il était si inquiet, mais son émissaire resta évasif. Il continua de brosser un tableau très sombre de mon affaire. J'avais dans la meilleure des hypothèses peu de chances de m'en tirer, semblait-il. Trop peu pour que je me permette la moindre sentimentalité. L'homme réitéra que Solgoss était fou, n'importe qui pouvait le constater, et de plus, ce n'était qu'un sale type qui m'avait impliqué, un lâche qui se cachait dans des jupons d'une femme. Cet entretien me répugna. Je lui annonçai que je n'étais pas disposé à attaquer sous serment la raison, la réputation ou la vie d'un être humain sans défense, et que je ne voulais aucune aide de la part de son patron. Je n'avais jamais rencontré Darrow, mais j'en avais entendu parler depuis longtemps comme d'un brillant avocat,
un homme aux prises de position libérales sur les questions sociales, un écrivain et un conférencier talentueux. D'après les journaux, il s'était intéressé aux anarchistes pris dans la rafle, en particulier aux Isaac. Il me paraissait étrange qu'ils me transmettent des conseils aussi douteux et qu'ils s'attendent à me voir rejoindre le cœur des enragés hurlant à la mort de Solgos. Une panique collective s'était emparée du pays. À lire la presse, j'étais convaincu que c'était le peuple américain et non Solgos qui avait perdu la tête. Une telle soif de sang, une telle sauvagerie dont la vengeance ne s'était pas manifestée depuis 1887. Les anarchistes doivent être exterminés, tempéraient les journaux. Il faut les jeter à la mer. Aucune place pour les vautours sous notre drapeau. On a toléré trop longtemps qu'Emma Goldman exerce son métier d'assassin. Elle devrait être obligée de partager le sort de ceux qu'elle a bernés. Les jours noirs de Chicago se répétaient. 14 ans, des années d'avancées douloureuses, des années néanmoins fascinantes et fécondes. Et voilà que c'était la fin. La fin. Je n'avais que 32 ans. Et combien, oh combien restait à faire. Et ce garçon de Buffalo, sa vie avait à peine commencé. Quelle était sa vie, me demandai-je. Quelle force le poussait vers ce destin tragique? Je l'ai fait pour les travailleurs, aurait-il déclaré. Les travailleurs. Sacha avait lui aussi agi pour les travailleurs. De courageux martyrs de Chicago également, ainsi que les autres de tous les pays et de tout temps. Mais les travailleurs sont endormis, ils restent indifférents. Ils forgent leur propre chaîne et font ce que leur ordonne leur maître afin de crucifier leur Christ.